Le réveil sonnait à 5 heures du matin dans le petit appartement de banlieue. Marie Beaumont se levait toujours la première, préparant silencieusement le café noir qui réveillerait sa fille Anne. À 28 ans, Anne avait conservé cette habitude de son enfance, observer sa mère s'agiter dans la cuisine étroite, uniforme de femme de ménage déjà enfilée, chaussures cirées malgré l'heure matinale. « Maman, tu peux te reposer aujourd'hui. Mon salaire d'ingénieur suffit largement maintenant. » Marie souriait toujours à cette proposition quotidienne. Ses mains abîmées par des années de produits d'entretien caressaient tendrement le visage de sa fille. « Le travail, c'est la dignité, ma chérie. Et puis, Madame Fontaine compte sur moi. » Anne grimaçait chaque fois qu'elle entendait ce nom. Les Fontaines. Cette famille d'industriels chez qui sa mère travaillait depuis 20 ans, enchaînant les heures de ménage pour payer les études de sa fille unique. Anne se souvenait parfaitement de ses après-midi d'enfance passés à faire ses devoirs dans les cuisines des familles bourgeoises, pendant que sa mère nettoyait leur salon somptueux. L'université d'ingénierie avait représenté sa porte de sortie. Boursière méritante, Anne excellait dans tous les domaines, déterminée à offrir à sa mère la retraite qu'elle méritait. C'est dans les couloirs de l'école qu'elle avait rencontré Julien Fontaine, héritier de l'empire industriel familial. Au début, Julien semblait différent des autres étudiants privilégiés. Attentionné, respectueux, il paraissait sincèrement amoureux d'Anne. Leur conversation s'étirait tard dans la nuit, parlant d'avenir, de projets communs, d'égalité entre les êtres humains. Anne avait cru trouver un homme qui partageait ses valeurs. Le mariage avait eu lieu 2 ans plus tôt, dans la propriété familiale des Fontaines. Marie avait pleuré de joie en voyant sa fille en robe blanche, enfin acceptée dans cette famille qu'elle servait depuis si longtemps. Anne pensait avoir réussi sa revanche sociale. Mais la réalité avait rapidement rattrapé les rêves. Marguerite Fontaine, la matriarche familiale, n'avait jamais accepté cette union qu'elle qualifiait d'inégale. Les remarques acides sur les origines modestes d'Anne se multipliaient lors des dîners familiaux. Julien, face à sa mère, révélait progressivement sa vraie nature, faible, incapable de prendre position, conditionné depuis l'enfance à ne jamais contrarier Marguerite. Anne travaillait désormais 2 fois plus dur que ses collègues ingénieurs, tentant désespérément de prouver sa valeur à une belle famille qui ne l'accepterait jamais vraiment. Chaque succès professionnel était minimisé, chaque erreur amplifiée. La manipulation psychologique était subtile mais constante. Ce matin-là, en regardant sa mère partir vers la villa des Fontaines, Anne ressentit une colère sourde. Dans quelques heures, elle fêterait ses 28 ans dans cette même propriété, entourée des amis bourgeois de Julien qui la regardaient toujours avec condescendance. Elle ignorait encore que cette soirée changerait sa vie à jamais. Les jardins de la propriété Fontaine scintillaient sous les guirlandes lumineuses. 50 invités de la haute bourgeoisie parisienne déambulaient entre les massifs de roses, champagne à la main, parlant affaires et vacances dans leur résidence secondaire. Anne portait une robe bleue élégante, mais se sentait comme une intruse dans sa propre fête d'anniversaire. Marguerite Fontaine régnait sur la soirée avec l'autorité d'une impératrice. Vêtue d'un tailleur Chanel immaculé, elle accueillait chaque invité avec des sourires calculés, glissant subtilement des remarques sur la charmante épouse de Julien, qui vient d'un milieu si différent. Anne observait les regards en coin, les sourires polis qui ne montaient jamais jusqu'aux yeux. Ces gens la toléraient par obligation sociale, rien de plus. Julien, en costume sur mesure, naviguait entre les groupes d'amis sans jamais s'attarder près de sa femme, évitant soigneusement toute situation où il devrait la défendre. Dans la cuisine de service, Marie s'affairait discrètement, aidant le personnel à préparer les plateaux de canapé. Malgré les protestations d'Anne, elle avait insisté pour donner un coup de main lors de cette soirée importante. Elle connaissait parfaitement les habitudes de la maison après 20 années de service. « Votre mère est si dévouée », susurrait une invitée à Anne avec un sourire condescendant. C'est touchant de voir à quel point certaines personnes restent attachées à leurs conditions. Anne serrait les poings, sentant sa colère monter. Chaque remarque était une épine plantée délicatement sous sa peau. Julien, témoin de la scène, détournait le regard en discutant sport avec ses amis banquiers. L'heure du toast approchait. Marguerite fit teinter son verre de cristal, réclamant l'attention générale. Les conversations s'interrompirent, tous les regards convergèrent vers elle. Anne sentit son estomac se nouer, pressentant le piège qui se refermait. « Mes chers amis,
commença Marguerite d'une voix mélodieuse, nous sommes réunis ce soir pour célébrer les 28 ans d'Anne. Elle marqua une pause théâtrale, savourant l'attention. Il faut reconnaître que notre époque permet des ascensions sociales remarquables. Les murmures approbateurs parcoururent l'assemblée. Anne comprit qu'elle était en train de devenir le spectacle de la soirée. Portons donc un toast, continua Marguerite en levant son verre avec un sourire cruel, à la fille de la femme de ménage qui a réussi à bien se marier. Le silence tomba comme une chape de plomb. Quelques rires nerveux fusèrent. Julien, au lieu de réagir avec indignation, sortit machinalement son téléphone pour filmer ce qu'il percevait comme un moment amusant pour les réseaux sociaux, révélant son immaturité et sa lâcheté absolue. Anne se redressa fièrement, refusant de baisser les yeux. Cette fois, elle ne subirait pas. Sa dignité valait plus que l'acceptation de ces hypocrites. C'est alors que Marie apparut, posant calmement son plateau sur une table. Elle traversa la terrasse avec une grâce royale, tous les regards rivés sur cette femme de 55 ans en uniforme de service qui osait interrompre la soirée mondaine. Marie s'arrêta face à Marguerite, la regardant droit dans les yeux avec une intensité glaciale. Margot D, chambre 237. Le verre de Marguerite se brisa sur le sol dallé. Les fragments de cristal brillaient sur les dalles comme des diamants brisés. Marguerite Fontaine était devenue d'une pâleur cadavérique, ses lèvres tremblaient imperceptiblement. Elle reconnaissait instantanément le nom qu'elle avait utilisé et ce numéro de chambre gravé dans sa mémoire comme une cicatrice honteuse. L'assemblée retenait son souffle, sentant qu'un drame se jouait sous leurs yeux sans en comprendre les enjeux. Anne regardait alternativement sa mère et sa belle-mère, cherchant à déchiffrer cette tension électrique qui venait de s'installer. Marie conservait son calme olympien, ses mains jointes devant elle dans une attitude de dignité parfaite. Elle avait attendu ce moment pendant des années, non par vengeance, mais par nécessité. Sa voix claire porta dans le silence absolu. Il y a 30 ans, je travaillais comme responsable de l'entretien à l'Hôtel du Commerce, rue Saint-Honoré. Un établissement discret du centre de Paris où se retrouvaient des hommes d'affaires et leurs accompagnatrices. Marguerite tentait de l'interrompre d'un geste désespéré, mais Marie continua inexorablement. Un jour, en rangeant les affaires oubliées dans la chambre 237, j'ai trouvé une pièce d'identité tombée d'un sac à main. C'est ainsi que j'ai découvert le véritable nom de la mystérieuse Margot D, qui venait régulièrement à cet hôtel. Les murmures commençaient à enfler parmi les invités. Certains se souvenaient vaguement de cette époque où Marguerite avait disparu des radars sociaux pendant plusieurs mois avant d'épouser Henri Fontaine. Marguerite Dubois, 22 ans à l'époque, était une call-girl de luxe qui fréquentait les hommes mariés fortunés de la capitale. Elle chassait méthodiquement les héritiers et les industriels, calculant chaque rencontre comme un investissement pour son avenir. Le scandale explosait en direct. Plusieurs invités sortirent leur téléphone, d'autres commencèrent à partir discrètement. Marguerite s'effondrait littéralement, toute sa prestance aristocratique s'évaporant d'un coup. Anne découvrait avec stupéfaction que sa belle-mère, cette femme qui l'humiliait constamment sur ses origines modestes, était en réalité une ancienne prostituée qui avait construit sa fortune sur le mensonge et la manipulation. Marie révéla alors comment elle avait reconnu Marguerite des années plus tard, en voyant sa photo dans les journaux lors de son mariage avec Henri Fontaine. Touchée par la naïveté de croire que Marguerite se montrerait compréhensive envers une ancienne collègue de l'hôtellerie, Marie avait postulé comme femme de ménage chez les Fontaine. Mais Marguerite, paniquée par cette présence compromettante, a transformé ma loyauté en prison. Elle m'a gardé à son service en me payant un salaire dérisoire, sous menace constante de licenciement sans référence. Pendant 20 ans, j'ai enduré ces humiliations pour protéger l'avenir de ma fille. Julien regardait sa mère avec des yeux d'enfant traumatisé, découvrant que toute sa vie était bâtie sur un mensonge. Au lieu de soutenir sa femme également victime de cette révélation, il s'effondrait psychologiquement, incapable de gérer la vérité. Marie sortit alors de sa poche quelques photocopies jaunies, des pages du registre de l'hôtel où figuraient les signatures de Margot D et les dates de ses visites. Elle les avait conservées non par chantage, mais comme seule protection contre les menaces répétées de Marguerite au fil des années. J'ai gardé ces documents comme assurance, pas par méchanceté. Quand on travaille pour quelqu'un qui connaît votre précarité, il faut parfois se protéger. L'humiliatrice était devenue l'humiliée. Marguerite tentait de minimiser,
parlant d'erreurs de jeunesse, mais l'épreuve était accablante. Sa réputation sociale s'effritait en direct devant le gratin parisien qu'elle fréquentait depuis des décennies. Anne comprenait enfin pourquoi sa mère n'avait jamais quitté ce travail malgré les conditions difficiles. Elle réalisait aussi que son mariage avec Julien était condamné. Comment continuer avec un homme si faible face à la vérité? Les derniers invités quittaient la propriété dans un brouhaha de conversations excitées. Le scandale du siècle venait de naître dans les jardins des Fontaines. Anne prit la main de sa mère avec une fierté immense. Pour la première fois de sa vie, elle était libre. Les jardins de la propriété Fontaine ressemblaient maintenant à un champ de bataille après l'orage. Les derniers invités fuyaient vers leur voiture de luxe, téléphones collés aux oreilles, propageant déjà le scandale dans tout Paris. Les serveurs ramassaient en silence les verres abandonnés et les canapés intacts, témoins muets de la débâcle sociale du siècle. Marguerite s'était effondrée sur un fauteuil en rotin, le visage entre les mains, toute sa superbe aristocratique envolée. Cette femme qui régnait en impératrice sur son petit monde bourgeois n'était plus qu'une vieille dame terrifiée par l'effondrement de ses mensonges. 30 ans de construction sociale venaient de s'écrouler en quelques minutes. Julien arpentait la terrasse comme un animal en cage, incapable de regarder sa mère en face. Il découvrait que son nom, sa fortune, son statut social reposaient sur les activités passées de Marguerite. L'héritier respectable n'était que le fils d'une ancienne call-girl qui avait manipulé son père pour accéder à la richesse. « Comment as-tu pu nous faire ça » explosa-t-il finalement, sa voix tremblant de rage et d'humiliation. « Toute ma vie est un mensonge. Mes amis, mes relations d'affaires, tout le monde va savoir maintenant. » Au lieu de soutenir sa femme, également victime de cette révélation, Julien se retournait contre Anne avec une violence inattendue. « Toi, tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? Vous avez manigancé tout ça ensemble. » Anne le regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. Cet homme qu'elle avait épousé en croyant l'aimer révélait sa vraie nature, un lâche incapable d'assumer la réalité, cherchant des coupables plutôt que de faire face aux conséquences. « Julien, je découvre tout comme toi. Mais contrairement à toi, je ne m'effondre pas. Je ne cherche pas à blâmer tout le monde. » Marie observait cette scène avec une tristesse profonde. Elle réalisait que ce mariage était voué à l'échec depuis le début. Julien n'avait jamais vraiment aimé Anne, il l'avait épousée comme un trophée exotique, fier de montrer à ses amis qu'il pouvait sauver une fille du peuple. Marguerite tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Ces documents sont des faux. Marie ment pour se venger. Elle était jalouse de ma réussite sociale. Mais ses protestations sonnaient creux. Les preuves étaient là, irréfutables. Plus grave encore, plusieurs invités se souvenaient maintenant de détails troublants, les absences mystérieuses de Marguerite avant son mariage, sa connaissance étrange du milieu de la nuit parisienne, ses réactions excessives quand certains sujets étaient abordés. Marie sortit d'autres documents de son sac à main, des photocopies de chèques signés par des hommes mariés influents de l'époque, des factures d'hôtel, des reçus de bijouterie. Elle avait tout conservé, non par esprit de vengeance, mais par instinct de survie, comprenant intuitivement qu'elle aurait un jour besoin de se protéger. J'ai gardé ces preuves pendant 20 ans, pas pour vous nuire, mais pour me défendre si nécessaire. Vous m'avez menacé trop souvent de licenciement, Madame Fontaine. Anne découvrait avec stupéfaction l'étendue du chantage que sa mère avait subi. Marguerite avait transformé Marie en prisonnière dorée, l'exploitant financièrement tout en la gardant à portée de main pour s'assurer de son silence. La jeune femme comprenait enfin pourquoi sa mère n'avait jamais quitté ce travail malgré les humiliations répétées. Elle réalisait aussi la force de caractère extraordinaire de Marie, qui avait enduré cette situation toxique pour protéger l'avenir de sa fille unique. Julien continuait ses accusations hystériques, alternant entre colère contre sa mère et reproches à Anne. Il était incapable de prendre position, de choisir un camp, révélant cette faiblesse de caractère qui l'avait toujours caractérisé. Anne regardait cet homme qu'elle avait épousé et ne le reconnaissait plus. Ou plutôt, elle le voyait enfin tel qu'il était vraiment, un être faible, manipulable, incapable de loyauté ou de courage. Notre mariage est terminé, Julien. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui s'effondre à la première difficulté. Elle prit la main de sa mère avec une détermination nouvelle. Pour la première fois de sa vie, Anne se sentait totalement libre de choisir sa voie, débarrassée des chaînes dorées qui l'entravaient.
Les deux femmes quittèrent la propriété ensemble, laissant derrière elles un empire bâti sur le mensonge qui commençait déjà à s'effriter. Leur vraie vie pouvait enfin commencer. Le petit appartement de banlieue n'avait jamais semblé aussi accueillant à Anne. Après 2 années passées dans les pièces froides et imposantes de la propriété Fontaine, elle redécouvrait la chaleur simple de ce foyer modeste où elle avait grandi. Les meubles étaient les mêmes, un peu usés mais entretenus avec amour, témoins d'une vie authentique loin des fastes trompeurs. Marie préparait du thé dans sa petite cuisine, geste familier qui apaisait Anne après le traumatisme de la soirée. Elle observait sa mère avec des yeux nouveaux, réalisant enfin l'ampleur de ses sacrifices. Cette femme discrète avait enduré 20 années d'humiliation pour protéger l'avenir de sa fille unique. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? J'aurais compris. » Marie s'assit face à sa fille, ses mains marquées par les années de labeur posées sur la table familière. « Parce que je voulais que tu construises ta vie sans porter le poids de mes problèmes. Tu méritais ta chance d'être heureuse. » Anne comprenait maintenant que son mariage avec Julien avait été une fuite en avant, une tentative désespérée de prouver sa valeur à une société qui la rejetait. Elle avait épousé un nom, un statut, pas un homme. Julien n'avait jamais été capable de l'aimer vraiment, la voyant comme un trophée exotique plutôt que comme une égale. Le téléphone sonnait sans arrêt. Journalistes, amis de Julien, relations mondaines, tous voulaient connaître la version d'Anne sur le scandale qui défrayait déjà la chronique parisienne. Elle laissait sonner, savourant ce silence nouveau qui marquait sa libération. Le lundi matin, Anne retourna à son bureau d'ingénierie avec une détermination renforcée. Ses collègues l'accueillirent avec respect et discrétion. Dans ce milieu professionnel, elle était appréciée pour ses compétences, pas jugée sur ses origines ou ses relations familiales. Thomas Moreau, son collègue ingénieur, remarqua immédiatement le changement. Anne rayonnait d'une énergie nouvelle, débarrassée de cette tension constante qui l'habitait depuis son mariage. Il l'avait toujours admirée pour son intelligence et sa détermination, sans jamais oser le lui dire par respect pour sa situation maritale. « Anne, si tu as besoin de parler ou d'aide pour quoi que ce soit. » Elle lui sourit avec une sincérité qu'il ne lui avait jamais vue. « Merci Thomas. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens capable de tout affronter. » Anne entama immédiatement les démarches de divorce. Son avocat lui expliqua qu'elle n'avait droit à aucune pension, n'ayant vécu que 2 ans avec Julien et possédant ses propres revenus. Cela lui convenait parfaitement, elle ne voulait rien devoir aux Fontaines. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de paperasserie et de reconstruction personnelle. Anne redécouvrait des plaisirs simples oubliés, dîner avec sa mère en parlant de tout et de rien, se promener sans craindre de croiser des relations de Julien, porter des vêtements choisis pour son confort plutôt que pour impressionner. Marie, enfin libérée du chantage de Marguerite, retrouvait une sérénité qu'elle avait perdue depuis 20 ans. Elle expliquait à sa fille comment elle avait survécu psychologiquement à cette situation toxique, se concentrant sur l'amour maternel comme source de force. Chaque humiliation que j'endurais, je la transformais en motivation pour ton avenir. Voir ta réussite professionnelle me donnait le courage de continuer. Anne réalisait que sa vraie richesse n'était pas l'argent des Fontaines, mais cette éducation exemplaire que sa mère lui avait donnée malgré les difficultés. Ses valeurs de travail, d'intégrité et de dignité constituaient son véritable héritage. Au bureau, Thomas se montrait de plus en plus présent, offrant son aide sans rien demander en retour. Contrairement à Julien qui avait toujours eu besoin de dominer, Thomas traitait Anne comme une égale, appréciant ses idées et respectant ses décisions. « Tu sais, » lui confia-t-il un soir après le travail, « j'ai toujours pensé que tu valais mieux que cette famille prétentieuse. Tu es brillante, courageuse, authentique. » Pour la première fois depuis des années, Anne se sentait vue et appréciée pour ce qu'elle était vraiment. Cette reconnaissance sincère valait tous les titres nobiliaires du monde. Elle comprenait enfin que le bonheur ne se trouvait pas dans l'acceptation des autres, mais dans l'acceptation de soi. Sa nouvelle vie commençait sur des bases solides, l'amour inconditionnel de sa mère et la possibilité d'un amour authentique avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. L'avenir s'ouvrait devant elle, lumineux et plein de promesses. 3 mois après le scandale, Anne avait retrouvé un équilibre qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Le divorce progressait sans accroc, Julien ayant finalement accepté la séparation face à l'effondrement de la réputation familiale. Le cabinet d'ingénierie où elle travaillait lui avait proposé une promotion,
reconnaissant enfin ses compétences à leur juste valeur. Thomas était devenu une présence constante et réconfortante dans sa nouvelle vie. Contrairement à Julien qui l'avait toujours fait se sentir en représentation, Thomas appréciait Anne pour son intelligence naturelle, son sens de l'humour retrouvé et cette authenticité qu'elle avait longtemps cachée sous les contraintes sociales. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement productive sur un projet d'aménagement urbain, Thomas l'invita à dîner dans un petit restaurant de quartier. Pas de décorum, pas de cartes à prix exorbitants, juste une ambiance chaleureuse où il pouvait parler librement. « Tu sais, » lui dit-il en souriant, « j'ai toujours admiré ta façon de résoudre les problèmes techniques les plus complexes. Mais ce que je préfère chez toi, c'est ta capacité à rester humaine malgré tout ce que tu as traversé. » Anne découvrait ce qu'était vraiment la complicité amoureuse. Avec Thomas, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle ou de prouver sa valeur. Il connaissait ses origines modestes et les respectait, comprenant que ses parents ouvriers avaient façonné sa personnalité de la même manière que Marie avait forgé celle d'Anne. Leur conversation s'étendait bien au-delà du travail. Ils partageaient les mêmes valeurs d'effort personnel, de méritocratie authentique, loin des privilèges hérités. Thomas racontait son enfance avec ses grands-parents dans une petite ville de province, sa bourse d'études obtenue grâce à ses résultats scolaires, sa fierté de réussir par ses propres moyens. « Mon grand-père était mécanicien », lui confiait-il. « Il m'a appris que la vraie noblesse, c'est dans les mains qui travaillent et le cœur qui reste droit. » Anne ressentait une émotion profonde en entendant ces mots. Pour la première fois de sa vie, elle était aimée pour ce qu'elle était vraiment, pas malgré ses origines mais à cause d'elle. Thomas admirait sa force de caractère, forgée dans l'adversité, cette capacité à rester debout face aux épreuves. Marie observait cette relation naissante avec un bonheur discret. Elle voyait sa fille s'épanouir jour après jour, retrouvant cette spontanéité qu'elle avait perdue pendant son mariage. Thomas venait parfois dîner dans le petit appartement, aidant naturellement à débarrasser la table, discutant politique ou littérature avec Marie sans condescendance. « Cet homme-là t'aime vraiment », glissait Marie à sa fille. « Il ne cherche pas à te changer ou à te posséder. Il t'accompagne. » Les week-ends, Anne et Thomas exploraient Paris différemment. Fini les réceptions mondaines où Anne se sentait constamment jugée. Ils visitaient des expositions, se promenaient le long de la Seine, découvraient des marchés de quartier. Anne redécouvrait sa ville natale sans le filtre déformant de la haute société. Un dimanche après-midi, alors qu'ils pique-niquaient dans les jardins du Luxembourg, Thomas aborda le sujet qu'Anne redoutait secrètement. « Je sais que tu sors d'une période difficile. Je ne veux surtout pas te presser. Mais j'aimerais que tu saches que mes sentiments pour toi sont sincères. » Anne sentit son cœur s'accélérer. Cette déclaration simple, sans romantisme forcé ni grand spectacle, touchait juste. Thomas ne lui promettait pas la lune ou un statut social, il lui offrait quelque chose de plus précieux, un amour égalitaire basé sur le respect mutuel. « Thomas, j'ai peur, avoua-t-elle. J'ai si longtemps cru au mauvais amour que j'ai du mal à reconnaître le vrai. » Il prit sa main doucement, sans forcer. « Nous avons tout le temps du monde. L'amour véritable, ça ne se précipite pas, ça se construit jour après jour. » Anne réalisait qu'avec Julien, elle avait vécu dans l'urgence constante de prouver sa légitimité. Avec Thomas, elle découvrait la sérénité d'une relation équilibrée où chacun apportait sa propre valeur sans calcul ni stratégie. Cette révélation marquait un tournant dans sa reconstruction personnelle. Elle n'était plus la femme brisée qui avait fui la propriété fontaine. Elle devenait celle qu'elle était destinée à être, forte, libre et enfin prête à aimer authentiquement. L'avenir se dessinait avec une clarté nouvelle, prometteur et apaisé. 6 mois après le scandale, Marie prit une décision qui surprit même Anne. Encouragée par l'avocat du travail qu'elles avaient consulté, elle déposa officiellement plainte contre Marguerite Fontaine pour harcèlement moral et chantage sur le lieu de travail. Les preuves étaient accablantes, témoignages d'autres employés domestiques, documents du registre de l'hôtel, preuves des menaces répétées. L'affaire fit sensation dans la presse locale. Le journal Le Parisien titrait « L'épouse d'industriel, ex-call-girl, harcelait sa femme de ménage depuis 20 ans ». L'histoire touchait le grand public car elle révélait l'hypocrisie d'une élite qui méprisait le peuple tout en cachant ses propres turpitudes. Anne accompagnait sa mère à chaque audience, fière de voir cette femme discrète enfin prendre sa place et exiger justice.
Marie témoignait avec une dignité impressionnante, relatant sans haine ni amertume les 2 décennies d'humiliation quotidienne qu'elle avait endurées. Madame Fontaine me rappelait constamment que je pouvais être licenciée sans préavis ni référence, ce qui aurait rendu impossible de retrouver un emploi à mon âge. Elle exploitait ma vulnérabilité de mère célibataire pour me maintenir sous sa domination. Marguerite et ses avocats tentaient désespérément de discréditer Marie, l'accusant de chantage et de diffamation. Mais les témoignages des autres employés confirmaient le comportement tyrannique de la maîtresse de maison. Le jardinier, la cuisinière, même le chauffeur racontait les colères disproportionnées, les menaces constantes, l'atmosphère de terreur qui régnait dans la propriété. Thomas soutenait Anne durant cette période éprouvante, l'accompagnant au tribunal quand son travail le permettait. Il admirait le courage de ces 2 femmes qui affrontaient un système judiciaire parfois intimidant pour obtenir réparation. « Votre mère est exceptionnelle », disait-il à Anne. Elle ne cherche pas la vengeance, juste la reconnaissance de ce qu'elle a subi. C'est admirable. L'enquête révélait d'autres aspects troublants de la gestion Fontaine. Plusieurs anciens employés témoignaient de conditions de travail déplorables, de salaires sous-évalués, de licenciements abusifs. Marguerite apparaissait comme une employeuse toxique qui profitait de la précarité de ses employés. Julien, convoqué comme témoin, se contentait de réponses évasives, prétendant n'avoir jamais été au courant des méthodes de sa mère. Il évitait soigneusement le regard d'Anne, conscient de sa lâcheté passée. Leur divorce avait été prononcé sans contestation, Julien préférant couper les ponts définitivement. Le procès attirait l'attention sur un problème social plus large, l'exploitation des employés domestiques par des familles aisées qui abusaient de leur position dominante. Des associations de défense des droits des travailleurs s'étaient portées partie civile, transformant l'affaire en symbole. Maître Dubois, l'avocat de Marie, plaidait avec passion. Cette affaire illustre parfaitement comment certains privilégiés utilisent leur pouvoir économique pour terroriser des travailleurs vulnérables. Madame Beaumont représente toutes ces femmes silencieuses qui subissent quotidiennement l'arrogance et le mépris. Anne découvrait avec fierté que sa mère était devenue malgré elle une figure de la lutte pour la dignité au travail. Des articles de presse saluaient son courage, des associations lui proposaient de témoigner pour sensibiliser l'opinion publique. Marguerite, quant à elle, s'effondrait jour après jour. La révélation de son passé avait provoqué l'ostracisme total de son ancien milieu social. Ses amis l'évitaient, ses relations d'affaires prenaient leur distance. La propriété familiale était en vente pour payer les frais d'avocat et les éventuels dommages-intérêts. Le jugement tomba enfin après 3 mois de procédure. Marguerite Fontaine était condamnée à verser 50 000 € de dommages-intérêts à Marie Beaumont pour harcèlement moral et chantage. Elle écopa également d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et de 200 heures de travaux d'intérêt général dans une association d'aide aux femmes en difficulté. Justice est rendue, déclara le juge. Personne, quel que soit son rang social, ne peut impunément exploiter la vulnérabilité d'autrui. Marie et Anne sortirent du tribunal main dans la main, émues par cette victoire qui dépassait leurs espérances personnelles. Elles avaient contribué à faire évoluer la jurisprudence sur le harcèlement des employés domestiques. Thomas les attendait sur les marches du palais de justice, un bouquet de fleurs à la main. Pour la première fois depuis des mois, Anne pleurait de joie. La justice avait triomphé de l'arrogance, la vérité avait vaincu l'hypocrisie. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour elle, bâti sur des fondations solides, la dignité reconquise et l'amour authentique. 2 ans après la tempête qui avait bouleversé sa vie, Anne se regardait dans le miroir de sa nouvelle chambre avec un sourire serein. Sa robe de mariée était simple, élégante, choisie selon ses goûts et non pour impressionner une galerie. Aujourd'hui, elle épousait Thomas dans la petite mairie du 15e arrondissement, entourée de personnes qui l'aimaient sincèrement. Marie, radieuse dans son tailleur bleu marine, ajustait délicatement le voile de sa fille. Les 50 000 € de dommages-intérêts lui avaient permis de prendre une retraite anticipée bien méritée. Elle consacrait désormais son temps à l'association d'aide aux employés domestiques qu'elle avait créée avec Anne, offrant conseils juridiques et soutien moral aux victimes de harcèlement. « Tu es magnifique, ma chérie. Ton père aurait été si fier de voir la femme que tu es devenue. » Anne pensait souvent à ce père qu'elle n'avait jamais connu, décédé quand elle était encore enfant. Marie lui avait raconté que c'était un homme intègre, travailleur, qui rêvait d'une vie meilleure pour sa famille. Anne portait ses valeurs en héritage.
L'église était modeste mais décorée avec goût par les collègues du cabinet d'ingénierie. Anne était devenue chef de projet, dirigeant une équipe de 15 personnes sur des projets d'urbanisme social. Sa réussite professionnelle était fondée sur ses compétences réelles, pas sur des relations mondaines. Thomas l'attendait devant l'hôtel, élégant dans son costume sobre, accompagné de ses grands-parents venus spécialement de province. Leur famille se mélangeait naturellement, unie par des valeurs communes plutôt que par des conventions sociales. Parmi les invités, Anne reconnaissait les visages de ses vrais amis, collègues ingénieurs, voisins du quartier, membres de l'association, personnes qui l'appréciaient pour son authenticité. Pas de façade, pas de calcul, juste de l'affection sincère. La cérémonie fut touchante de simplicité. Anne et Thomas échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, parlant d'égalité, de respect mutuel, de construction commune d'un avenir solide. Leurs promesses résonnaient de vérité dans cette petite église où chaque mot comptait. « Je promets de t'aimer non pas malgré ton passé, mais à cause de lui, car il a fait de toi la femme extraordinaire que tu es », déclara Thomas, ému. Anne répondit en regardant sa mère, « Je promets de porter nos valeurs familiales dans notre nouvelle vie, car elles sont notre plus belle richesse. » La réception eut lieu dans un restaurant de quartier chaleureux. Pas de domestique en livrée, pas de protocole rigide, juste des conversations animées et des rires spontanés. Marie dansait avec le grand-père de Thomas, deux personnes simples qui avaient traversé les difficultés de la vie avec dignité. Anne observait cette scène avec une émotion profonde. Elle pensait à cette soirée d'anniversaire catastrophique qui avait tout déclenché. Sans cette humiliation publique, elle serait peut-être restée prisonnière d'un mariage toxique, n'ayant jamais découvert l'amour véritable. Un journaliste du magazine Femme Actuelle était venu discrètement couvrir l'événement. L'histoire d'Anne était devenue emblématique, la fille de femme de ménage qui avait retrouvé sa dignité et construit son bonheur par ses propres moyens. Elle recevait régulièrement des lettres de femmes qui puisaient courage dans son exemple. Vers minuit, Anne et Thomas se retrouvèrent seuls sur la terrasse du restaurant, contemplant Paris illuminé. Elle portait la main à son ventre où grandissait déjà leur premier enfant, découvert la semaine précédente. « Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça ?» murmura-t-elle à Thomas. « Dis-moi. » Notre enfant naîtra dans un foyer où l'amour n'aura jamais à se justifier face aux conventions sociales. Il grandira en sachant que sa valeur ne dépend de personne d'autre que de lui. Thomas l'embrassa tendrement, partageant cette vision d'un avenir où leurs enfants hériteraient de valeurs authentiques plutôt que de privilèges usurpés. Quelques mois plus tard, Anne apprenait par la presse que Marguerite Fontaine avait quitté Paris pour s'installer dans le sud de la France, coupant définitivement les ponts avec son ancien milieu. Julien dirigeait péniblement ce qui restait de l'entreprise familiale, rongée par les scandales et les procès. Cette nouvelle la laissa étrangement indifférente. Ces gens appartenaient désormais à un passé révolu. Sa vraie famille, c'était Marie, Thomas, et bientôt leur enfant. Sa vraie richesse, c'était cette liberté conquise de haute lutte, cette authenticité retrouvée, cet amour construit sur des bases inébranlables. En berçant son ventre arrondi, Anne souriait en pensant aux histoires qu'elle raconterait à son enfant. Elle lui parlerait de sa grand-mère Marie, cette héroïne discrète qui avait sacrifié sa vie pour l'amour maternel. Elle lui transmettrait ses valeurs simples mais puissantes, le travail, l'intégrité, la dignité. Son enfant grandirait en sachant que la vraie noblesse ne s'hérite pas, elle se conquiert. Et que l'amour authentique vaut tous les trésors du monde. Anne Moreau avait enfin trouvé sa place dans le monde. Non pas celle qu'on lui avait assignée, mais celle qu'elle s'était construite de ses propres mains.